Bonjour. Cette séquence vidéo s'adresse en particulier aux étudiants inscrits en module de recherche opérationnelle de la filière Sciences économiques et gestion de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès. Abdourbih Mohamed Zuhri, enseignant-chercheur à la dite faculté et chargé de dispenser ce cours, vous souhaite un bon confinement, un confinement sain avec vos proches en ces durs moments. En effet, comme vous le savez tous, suite à la propagation exponentielle du virus Covid-19 à travers l'ensemble du globe, les gouvernements ont été obligés d'instaurer un état d'urgence sanitaire comme mesure préventive pour limiter une telle propagation. En particulier, notre ministère de tutelle avait pris la décision de suspendre l'ensemble des activités pédagogiques et scientifiques en présentiel et a recommandé la continuité à distance en recourant aux technologies de l'information et de communication. J'ai l'honneur donc de vous retrouver à travers une série de séquences vidéo qui vont me permettre d'assurer la continuité pédagogique de notre module recherche opérationnelle. Je rappelle qu'on a eu l'occasion d'introduire ce module et de traiter le premier chapitre, ceci en amphithéâtre, donc en présentiel. Je précise aussi qu'un ensemble de ressources pédagogiques concernant ce cours, en particulier un support qui résume les 3 premiers chapitres portant sur la programmation linéaire, 2 séries de TD avec leurs corrigés détaillés, sont disponibles sur le site officiel de l'établissement, mais aussi sur la plateforme e-learning de l'université Moulay Ismail. Ces séquences vidéo vont donc, j'espère, me permettre de combler les séances en présentiel. Je reste à votre entière disposition pour répondre à tout éclaircissement concernant ce cours, et ce, à travers mon adresse électronique académique m.zouri@umi.ac.ma. Je profite aussi de l'occasion pour assurer l'ensemble des étudiants que j'encadre en mémoire de fin d'études. Je leur dis qu'ils peuvent à tout moment m'envoyer l'avancement de leur travail au niveau de mon adresse académique et qu'ils recevront incessamment ma réponse. Après ce préambule, revenons donc à l'objet de cette séquence. Ce module, comme je l'ai annoncé en introduction, a pour objet de vous initier à quelques techniques les plus connues de la recherche opérationnelle. L'objectif est beaucoup plus de vous inciter à réfléchir sur la manière de transcrire des problématiques concrètes liées à la gestion des entreprises en des modèles mathématiques qui peuvent être résolus via justement les techniques de la recherche opérationnelle. La grande difficulté est beaucoup plus dans la modélisation que dans la résolution. Cette dernière peut se faire via une panoplie de logiciels qui sont largement disponibles aujourd'hui. D'autre part, je limiterai au strict nécessaire la formalisation mathématique, ceci toujours en vue de privilégier la compréhension des techniques qui seront développées. Donc, brièvement, on peut définir la recherche opérationnelle comme étant une discipline scientifique qui utilise un ensemble de méthodes mathématiques pour répondre à des problématiques liées à la prise de décision, ceci afin d'atteindre un objectif donné, mais tout en respectant un ensemble de contraintes opérationnelles.
Mais il faut dire aussi que la recherche opérationnelle doit son succès surtout au développement de l'informatique. C'est l'outil informatique qui va permettre de traduire les techniques mathématiques, de les exécuter sur de vrais problèmes, de problèmes complexes, et d'offrir les solutions acceptables par les utilisateurs. En effet, plusieurs problématiques rencontrées dans la gestion des organisations et des entreprises en particulier peuvent être résolues de manière efficace par les techniques de recherche opérationnelle, et ceci pour ne citer que les problèmes d'allocation optimale de ressources, les problèmes de choix d'investissement, les problèmes de transport et de logistique, les problèmes liés à la gestion des horaires, à ce qu'on appelle aussi les problèmes d'emploi du temps, les problèmes d'affectation et de gestion du personnel, les problèmes liés à la gestion des projets, etc., etc. Donc, parmi ces techniques qu'on va étudier, on trouve donc la notion de programmation linéaire. La notion de programmation linéaire qu'on a traité déjà au niveau du premier chapitre, mais dans le cadre de cas simples, autrement dit, le cas à deux variables. L'objet du deuxième chapitre va porter sur le cas général et on va s'intéresser surtout à des problèmes où on rencontre plusieurs variables. De quoi parle-t-on? La programmation linéaire, comme on l'a défini dans le premier chapitre, n'est autre qu'une méthode ou une technique qui consiste à résoudre des problèmes d'optimisation mathématique, mais des problèmes d'optimisation linéaire. Et je rappelle qu'au niveau de ce premier chapitre, on avait donc introduit cette notion, en particulier en précisant les caractéristiques d'un programme linéaire. Je les rappelle, dans tout programme linéaire, on doit disposer d'une fonction qu'on est amené à optimiser, maximiser ou minimiser, mais on est dans l'optimisation sous contrainte, c'est-à-dire c'est des problèmes où l'on doit tenir compte d'un ensemble de contraintes. Et que ce soit les contraintes ou l'objectif, tout se formule de manière linéaire en fonction d'un certain nombre de variables. Ensuite, on avait parlé des hypothèses sous-jacentes ou implicites de la programmation linéaire et on avait traité les deux cas, aussi bien le cas de maximisation que le cas de minimisation, à travers des cas simples, mais toujours à deux variables. Donc, on a vu en particulier comment modéliser des problèmes concrets sous forme de modèles linéaires, et on avait aussi dit que cette formulation mathématique peut se faire en trois étapes. Une étape de choix, de délimitation des variables, ce qu'on a appelé les variables de décision, une étape de formulation de l'objectif et une étape de formulation des contraintes. Ce qui nous permet donc d'élaborer le modèle linéaire correspondant à une problématique donnée et évidemment on avait aussi la résolution, mais dans le cas toujours simple, une résolution qui, comme on l'a vu, peut se faire en recourant à des notions mathématiques élémentaires, en particulier la géométrie plane, que vous avez étudiée dans les classes, je dirais, du secondaire. Bien, maintenant, on va s'intéresser au cas général, au cas des programmes linéaires à plusieurs variables. Et là aussi, je vais m'intéresser dans un premier temps au cas de maximisation. On reviendra sur le cas de minimisation plus tard. Alors, tout problème de programmation linéaire de type maximisation peut toujours être ramené à une forme condensée, simplifiée, qu'on appelle des fois aussi la forme canonique, qui consiste à écrire d'abord le type d'optimisation, max ou min, et l'expression de la fonction qu'on a
appelle en l'occurrence la fonction économique ou la fonction objective, suivi évidemment de l'ensemble des contraintes que doit vérifier évidemment l'ensemble des variables. Donc, tout programme linéaire à n variables et m contraintes peut s'écrire sous cette formulation canonique, max de la fonction économique qu'on a tendance à noter z, à convention, égale C1x1 plus C2x2 plus, etc., plus Cnxn. Donc, c'est une combinaison linéaire de l'ensemble des variables moyennant un ensemble de coefficients économiques notés C1, C2, Cn, sous un ensemble de contraintes. Là aussi, on suppose qu'on a m contraintes, donc vous avez m second membre et vous avez des inéquations, par exemple A1x1 plus A2x2 plus A1nxn f égale à P1 jusqu'à la dernière contrainte AM1x1 plus AM2x2 plus AMnxn f égale à Bm. Les variables étant astreintes au signe positif, donc les coefficients Cj, Aj et Bi sont des scalaires réels. Alors, cette forme, on a dit, peut correspondre par exemple à un problème d'allocation optimale d'un ensemble de ressources. On peut toujours supposer qu'on dispose de m ressources qui sont disponibles en quantité B1, B2, Bm. Et l'objectif, c'est par exemple si je me place dans le cas d'un problème de production, on cherche à produire n articles, n articles qui vont consommer évidemment chacun une certaine quantité de ces ressources. Et donc, les contraintes ne traduisent que le fait que la consommation par ces articles en termes de ressources ne doit pas dépasser, je dirais, la disponibilité ou le stock de ces ressources disponibles. Chaque article, par exemple, à chaque quantité et à chaque article correspond un coefficient économique. Ça peut être un prix, par exemple, et l'objectif peut toujours être, par exemple, la maximisation du profit ou du bénéfice global obtenu suite à la fabrication et à la vente, par exemple, de l'ensemble de ces quantités d'articles. Alors, cette écriture peut aussi être simplifiée en recourant à des formalismes mathématiques, donc z égale sigma dCjxi. L'ensemble des contraintes, on peut les formuler avec une seule expression, sigma dIjxj variant de 1 jusqu'à n, inférieur ou égal à bi. Là, je vois qu'il y a un bi qui xj positif, ou bien si on recourt carrément à l'outil matriciel, on peut ramener cette formulation sous une forme très simplifiée, max de z égale c transposé fois x, où ax inférieur ou égal à b, x étant positif. A, évidemment, c'est ce qu'on appelle la matrice des coefficients techniques. Le vecteur c transpose, qui est ici un vecteur linéaire, c'est le vecteur des coefficients économiques. Et le vecteur x, c'est le vecteur des variables de décision. Le vecteur b, c'est le vecteur, ce que j'appelle le vecteur des seconds membres, b1, b2, jusqu'à b. Voilà donc comment on peut exprimer de manière générale un programme linéaire à n variables et m contraintes. Le problème ici, c'est justement de résoudre ce programme linéaire, donc ce problème mathématique, ce problème d'optimisation mathématique linéaire. Autrement dit, il s'agit de déterminer des valeurs aux différentes variables x1, x2, xn, de telle façon à ce que l'ensemble des contraintes soit vérifié, et d'autre part, il faut évidemment que ces valeurs affectent la plus grande valeur de l'objectif, ici, la valeur du grand Z. Donc cette problématique d'optimisation linéaire, il faut dire que l'étude de ce type de problématique remonte à longtemps. Il faut remonter carrément au début du siècle dernier, dans les années, on peut dire dans les années 30, etc., où un mathématicien russe, Leonid Kantorovitch, s'était penché justement sur la question et il avait proposé justement des méthodes pour la résolution de tels problèmes, en particulier des problèmes concrets qu'on rencontrait évidemment dans l'économie.
Mais d'autres chercheurs, évidemment, s'étaient penchés évidemment sur les mêmes problématiques et ont aussi proposé évidemment d'autres techniques. L'objectif toujours, c'est d'offrir une technique efficace, une technique qui permet de résoudre justement des problèmes de grande taille, des problèmes complexes, mais pour lesquels évidemment la solution doit être obtenue aussi dans des conditions acceptables. Donc il a fallu attendre donc presque la fin des années 40, en particulier en 1947, le mathématicien George Bernard Dantzig qui a proposé justement une méthode et qui a fait ses preuves lors évidemment de son utilisation pour résoudre de vrais problèmes linéaire. Cette technique évidemment de Dantzig, s'il a connu le succès, c'est que évidemment on a pu évidemment l'utiliser au niveau de la machine. Sans l'ordinateur, comme j'ai dit encore une fois, la recherche opérationnelle de manière générale n'aurait pas connu le succès qu'il a connu. Donc Dantzig nous a proposé une méthode qui est très connue dans la littérature par le nom de méthode du simplex ou technique du simplex, et qui a fait ses preuves, puisqu'en fait, une fois appliquée sur des vrais problèmes et résolue au niveau de la machine, il a évidemment permis d'obtenir des solutions satisfaisantes. C'est ce qui explique en particulier donc le succès de cette méthode, mais il faut dire qu'il y a eu d'autres techniques qui ont été développées par la suite, en particulier la méthode des points intérieurs début des années 80. Donc cet algorithme du simplex dû à Dantzig, c'est la méthode la plus connue, la plus implémentée au niveau des logiciels pour résoudre les programmes linéaires. Donc je vais revenir un peu de manière succincte et moyennant justement un formalisme, j'allais dire informatique, pour expliquer les différentes étapes de cette technique, et on reviendra plus tard évidemment sur l'ensemble de ces étapes au niveau d'un exemple illustratif. Donc la méthode du simplex est une méthode qui consiste à partir d'un programme linéaire à résoudre écrit sous sa forme canonique comme on l'a vu précédemment, à d'abord passer par une forme qu'on appelle la forme standard et qui consiste tout simplement à traduire toutes les contraintes inégalités en égalité, tout simplement. Donc, toutes les inéquations vont être traduites en équations. C'est ce qu'on appelle la forme standard d'un programme linéaire, forme qu'on peut facilement obtenir par adjonction, évidemment, de nouvelles variables. Ensuite, la méthode du simplex, c'est une méthode itérative, c'est-à-dire qu'on va partir d'une solution acceptable, mais qui n'est pas pour autant optimale, et qu'on va essayer de l'améliorer de proche en proche. C'est l'idée même de la technique du simplex, mais aussi ce qu'on trouve au niveau d'un certain nombre de techniques numériques. Donc, on doit dégager une première solution qu'on appellera la solution de départ ou la solution initiale réalisable, c'est-à-dire une solution qui vérifie l'ensemble des contraintes, mais qui n'est pas forcément optimale. Et donc, la question qui se pose, est-ce que la solution obtenue est optimale? Donc, tant que la solution obtenue n'est pas optimale, qu'est-ce qu'on fait? On l'améliore. On l'améliore, c'est-à-dire on cherche une nouvelle solution, que j'ai appelée ici solution améliorante, et à chaque fois que j'obtiens une nouvelle solution, je repose la question, est-ce que la nouvelle solution obtenue est optimale? Et ainsi de suite. Donc vous remarquez ici une sorte de boucle. Donc c'est ce qu'on appelle justement les itérations de la technique simplex jusqu'à l'obtention évidemment d'une solution optimale, c'est-à-dire jusqu'à ce que la réponse soit oui, et on arrête à ce moment-là le déroulement évidemment des itérations du simplex. On aura obtenu une solution optimale. Voilà, donc l'algorithme, donc vous voyez bien que j'ai emprunté le terme algorithme à l'informatique parce qu'il s'agit bien d'un algorithme, c'est-à-dire d'un ensemble d'étapes successives qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif ici, la solution optimale d'un programme linéaire. Donc il faut dire évidemment que tout derrière, comme j'ai dit, il y a tout un formalisme mathématique, il y a un certain nombre de résultats
fort mathématique qui, évidemment, justifie, je dirais d'abord, l'existence d'une solution optimale et, évidemment, l'aboutissement à cette solution optimale en un temps fini, en un nombre fini d'itérations. Voilà la démarche du simplex. Donc, dans un premier temps, je vais développer cette technique sur un exemple évidemment simple, toujours à 2 variables pour des considérations purement pédagogiques. Et donc, on va utiliser une méthode dite algébrique où l'on va détailler pas à pas, de manière vraiment pédagogique, les différentes étapes. Une deuxième présentation beaucoup plus pratique sera faite plus tard. Donc, je vais utiliser un exemple, comme j'ai dit, simple. Prenons le cas d'un programme linéaire qui consiste à maximiser la fonction 100x plus 120y sous un ensemble de contraintes. Ici, il y en a 3, toujours x et y positifs. Alors, écriture qui peut se simplifier sous le formalisme matriciel. Donc, le vecteur coefficient économique 100, 120 multiplié par les vecteurs des variables de décision, la matrice correspondant au coefficient technique fois le vecteur inférieur ou égal au vecteur second membre, donc ici 1320, 350 et 900. Donc l'objectif, c'est, comme j'ai dit, de trouver le couple de valeurs x, y qui permet de maximiser l'expression 100x plus 120y. Rappelez-vous qu'on a déjà vu comment résoudre ça au niveau graphique, au niveau du plan OXY. Il s'agit donc, on a dit, de déterminer d'abord un domaine de solution acceptable ou réalisable qui est obtenu à partir de la résolution de l'ensemble du système des contraintes qui sont ici des inéquations linéaires. Et ensuite, au niveau du domaine, à dégager la solution qui permet de maximiser l'objectif. Et on avait utilisé évidemment des théorèmes mathématiques très connus qui nous permettent de dégager la solution optimale. Donc on avait vu en particulier que l'ensemble des solutions, géométriquement parlant, formait un polygone convexe au niveau du plan x ou y, et on avait dit que la solution optimale, si elle existe, elle est forcément sur les sommets, ce qu'on appelle les arêtes de ce domaine, et pas forcément sur les frontières, et pas forcément à l'intérieur. C'est un résultat qui est très fort, et c'est ce résultat qui a été généralisé aussi à plusieurs variables. Donc là, on est à 2 variables, on parle de droite, on parle de polygone. Après, on passe à d'autres expressions. Donc, on parle de demi-espace, d'hyperplan, on parle aussi de polyèdre. Donc, l'équivalent dans le cas général, on parlera plutôt de polyèdre convexe, c'est-à-dire cette forme géométrique qui correspond à l'ensemble des solutions réalisables, mais dans le cas général. Donc, on a dit que l'algorithme du simplex consiste d'abord à traduire la forme canonique en une forme standard, c'est-à-dire une forme où l'ensemble des inéquations seront traduites en équations, c'est-à-dire en des contraintes de type égalité. Donc, en particulier dans notre cas, vous allez remarquer que pour transformer les différentes inéquations, on était obligé d'ajouter de nouvelles variables. Ici, par exemple, plus E1 égale, plus E2 égale, plus E3 égale. Ces variables ne sont que l'écart, en quelque sorte, entre les deux membres de la contrainte. Et l'écart ici, il doit être positif. Il est positif, donc d'où l'expression plus E1. Donc E1, c'est l'écart entre le second membre 1320 et le premier membre 4x plus 3y. Donc, on transforme notre forme habituelle sous une forme dite standard, ou si vous voulez, écrite sous forme matricielle. Donc, z toujours égal à c transposé fois x, sous ax égale b. Donc là, on a plutôt un système maintenant, un système linéaire, au lieu d'un système d'inéquation linéaire. Sauf que là, en fait, le problème a été agrandi par l'ajout de nouvelles variables, les variables E1, E2, E3. Donc, on est passé d'un problème à 2 variables à un problème à 5 variables. 3 variables de décision x, y
et deux variables de décision XY et trois variables d'écart E1, E2, E3. La matrice elle-même, ce n'est plus la même matrice, c'est une matrice qui a été augmentée et on peut voir ici les colonnes qui ont été rajoutées suite au passage à l'égalité. Vous remarquez ici 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ces colonnes qui correspondent, bien sûr, vous pouvez le remarquer, aux nouvelles variables E1, E2, E3. Remarquez au passage ces colonnes, qu'on appelle des fois des colonnes unités ou colonnes unitaires, c'est-à-dire des colonnes où tout est nul sauf un élément qui est non nul et qui est égal à 1. Voilà donc ce qu'on appelle la forme standard d'un programme linéaire. Donc ça, comme vous pouvez le remarquer, est toujours possible. Il suffit évidemment de rajouter autant de variables d'écart qu'il y a de contraintes. Bon, je rappelle ici, on traite un problème simple, c'est-à-dire un problème de type maximisation d'abord, et où toutes les contraintes sont de type inégalité. Dans le cas général, on peut toujours des fois avoir aussi un mélange où nous avons des contraintes de type inférieur, supérieur. Donc, si on avait des contraintes de type supérieur égal, là, ça serait pas plus, mais là, il faut faire un moins. Et donc là, on peut parler des fois de l'excédent, moins l'excédent, donc moins une des variables additionnelles. D'une manière générale, donc un programme linéaire sous forme standard peut s'écrire sous cette forme matricielle, maximum de z égale à c transpose x, sous ax égale à b, où A est une matrice de format Mn, c'est-à-dire M lignes et N colonnes, avec l'hypothèse ici que N est supérieur à M et X positif. Alors, cette matrice A, la matrice de notre problème, la matrice au niveau du système, peut toujours être décomposée en deux blocs de matrices. En fait, on peut des fois décomposer surtout des grandes matrices en des blocs de matrices. Donc, on peut toujours voir ici deux blocs, un bloc D et un bloc B. Alors, ce bloc D, c'est le bloc qui sera associé aux variables de décision, par exemple dans notre cas XY, et le bloc B, ça sera le bloc associé aux variables d'écart, E1, E2, E3. Les colonnes de cette matrice B, comme je vous l'ai fait remarquer précédemment, sont des colonnes unités, et ce sont des colonnes qui sont linéairement indépendantes. Donc, ils vont former ce qu'on appelle une base de l'espace vectoriel des colonnes à M éléments. Donc là, comme je l'ai dit, évidemment, j'essaie de limiter au strict minimum le formalisme mathématique, mais quand même, on est obligé, évidemment, de faire appel à vos connaissances élémentaires en mathématiques, que ce soit la géométrie, pour le cas de variables, ou aussi vos connaissances mathématiques correspondant par exemple au semestre 1 et semestre 2 où vous avez étudié les fonctions, l'optimisation des fonctions et vous avez aussi étudié tout un module d'algèbre linéaire où vous avez développé l'outil matriciel. Donc là, je fais appel un peu à ces notions que vous devez aussi réviser. Donc B est une matrice dite régulière. Régulière, c'est-à-dire inversible, puisque toutes les colonnes sont linéairement indépendantes. Donc, c'est une matrice qui est inversible. On parle aussi de matrice régulière. Et donc là, on va utiliser un vocabulaire particulier. On va parler de matrice de base, puisqu'on a dit que les colonnes forment une base. Donc, B est une matrice de base. Les variables qui seront associées aux colonnes de B, on les appellera des variables de base. Dans notre exemple, évidemment, ce sont les variables d'écart, E1, E2, E3. Les variables qui seront associées à la matrice D ou à la sous-matrice D seront appelées des variables hors base. Il s'agit, dans notre cas, des variables X et Y. Alors, d'une manière générale, la matrice A d'un programme linéaire à M lignes, c'est-à-dire autant de contraintes, et en colonne, autant de variables. Et attention là, c'est aussi bien les variables de décision que les variables additionnelles. Ici, on a ajouté les variables d'écart avec, en général, l'hypothèse que n est supérieur à m. Donc, si on sélectionne m variables de base, et si on annule les n moins m variables hors base, ici, on essaye justement de dégager une solution de base réalisable, c'est-à-dire on va essayer de voir ce qu'il y a une possibilité de déterminer rapidement une solution qui vérifie l'ensemble des contraintes.
Donc, je reprends l'écriture matricielle. L'écriture matricielle, c'était quoi? C'était AX égale à B. Donc, je remplace A par sa décomposition en blocs, D et B, et aussi le vecteur. Le vecteur qui était constitué par un ensemble de variables de décision plus des variables d'écart. Donc, là aussi, je vais avoir des petits blocs de vecteurs. X indice D et X indice B égale le second membre. Ou bien, si vous voulez, si je fais une multiplication par bloc, donc D multiplié par XD plus B multiplié par XB est égal à petit b. Donc ça, c'est le produit matriciel que vous avez étudié, mais là, c'est un produit en bloc. Maintenant, si j'annule justement, si j'annule les n moins m, comme on a dit variables hors base, donc les n moins m ici, c'est le vecteur xd, qu'est-ce qui reste? Il va vous rester d fois 0, évidemment, attention, 0 ici c'est un vecteur, donc si vous multipliez une matrice par un vecteur nul, vous tombez sur un vecteur nul, plus bxb égale à b, donc il vous reste b fois xb est égal à b. Alors, si b est régulière, c'est-à-dire si elle est inversible, vous avez tous appris qu'on peut calculer dans ce cas-là xb en prémultipliant tout simplement les deux membres par l'inverse de b. Donc, ce sera b moins 1 fois b, xb égale à b moins 1 fois b. Or, b moins 1 fois b, c'est l'identité, et l'identité fois xb, c'est xb. Donc, il vous reste xb égale à b moins 1 fois b. Donc, vous avez vous pouvez déterminer la valeur, évidemment, du vecteur xb en faisant, évidemment, ce produit de l'inverse de b par le vecteur second membre b. De plus, si b moins 1 fois b est supérieur ou égal à 0, alors on peut dire qu'une solution admissible est trouvée et qu'elle est donnée par quoi? Elle est donnée par x, qui est constitué par les deux blocs xd et xp. Donc on annule xd, il nous reste b moins 1 fois b, et cette solution, c'est ce qu'on appelle une solution de base réalisable. Une solution de base réalisable. Donc, c'est une solution qui vérifie l'ensemble des contraintes et d'où l'appellation justement de solution réalisable ou bien solution admissible, faisable. Dans la littérature, des fois, on trouve plusieurs appellations. Alors ça nous permet d'énoncer une petite remarque. Si votre second membre B, le vecteur second membre des contraintes, est constitué que par des termes qui sont positifs, donc une solution de base réalisable, triviale ou évidente, peut être obtenue de manière rapide. Comment? Il suffit d'annuler toutes les variables de décision. Donc en annulant toutes les variables de décision, qu'est-ce qui reste? Il reste tout simplement l'ensemble des variables d'écart qui sont égales à ces seconds membres. Donc, une solution de base réalisable, triviale, évidente, consiste à annuler l'ensemble des variables de décision et à affecter les seconds membres aux différentes variables d'écart de manière respective. Cette solution n'est autre que, si vous voulez, le point O, l'origine du plan dans le cas de deux variables, ou l'origine du système où toutes les coordonnées sont nulles. Dans notre exemple, donc, on a quoi? On a AX égale à B. La matrice A, je vous rappelle, c'était la matrice constituée par et les deux colonnes des coefficients techniques plus les colonnes unités associées aux variables d'écart égale 1320, le second 350 et 900. Donc, le bloc D, c'est le bloc constitué, par exemple, ici par les deux premières colonnes, et le bloc B, c'est le bloc de la matrice identité d'ordre 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. La même chose, donc, ce que je vais appeler XD, c'est le vecteur constitué par les deux variables XY, et XB, ce sera le vecteur des variables d'écart. Donc, si j'annule XD, c'est-à-dire si j'annule les variables de décision, qu'est-ce qui reste? Il reste BXB égale à B, B implique XB égale à B moins 1 fois B. Or, B moins 1 ici, c'est quoi? B déjà, c'est l'identité. L'inverse de l'identité, c'est l'identité. Et donc, il vous reste B. Donc, XB est égal tout simplement au vecteur du second membre. Donc, une solution de base réalisable, évidente, triviale, consiste à prendre comme solution le point origine, c'est-à-dire le point de coordonnées 0, 0. Alors, cette solution de base initiale peut être décomposée en deux groupes de variables. Des variables dites de base, rappelez-vous, les variables de base, c'est les variables qui sont associées aux colonnes de B. Donc, nous, c'est la variable d'écart E1, E2, E3, et comme on vient de voir, c'est égal au second membre. Les variables hors base, c'est les variables
de décision, les variables x égale à 0 et y égale à 0. Alors cette solution, évidemment, si vous remplacez dans l'objectif, vous obtenez z égale, je rappelle z c'était 100x plus 120y, donc en annulant xy, la valeur de z est toujours égale à 0. Donc évidemment, c'est une solution puisqu'il vérifie l'ensemble des contraintes, mais c'est pas une solution intéressante parce qu'en fait, on est toujours à 0. C'est pas une solution optimale. Donc l'objectif, c'est maintenant d'améliorer cette solution. Si je reviens à mon petit organigramme, donc la solution initiale réalisable, on vient de l'obtenir, donc c'est 0, 0 pour xy et évidemment les 3 seconds membres affectés aux variables d'écart, mais la question est-ce que la solution est optimale? On voit bien que la réponse ici est évidente, la solution n'est pas optimale. Et donc toute la question est comment améliorer cette solution. Alors ceci fera l'objet d'une nouvelle séquence qu'on va évidemment faire prochainement. Merci.